Pneumologue à l'hôpital de Rouiba et je suis chargé aujourd'hui pour vous parler des pneumoconioses. Étant donné qu'on est limité par le timing de 40 minutes, je vais insister uniquement sur les points importants, bien sûr selon les objectifs pédagogiques assignés par le comité pédagogique de pneumologie. Alors pour cela, je vous propose le sommaire suivant. D'abord, on va définir les pneumoconioses. Ensuite, on va les classer. Dans ce chapitre classification des pneumoconioses, on va détailler les deux principales pneumoconioses de par leur gravité et leur fréquence, à savoir la silicose et l'asbestose. Troisième chapitre, on va parler de traitement et on finira le cours par les mesures de prévention. Le mot pneumoconiose, étymologiquement parlant, signifie poumon empoussiéré. Ce sont des maladies pulmonaires d'origine professionnelle dues à l'exposition, à l'inhalation et à la rétention intrapulmonaire de particules d'origine minérale ou métallique. Ce sont des maladies à déclaration obligatoire parce qu'ils ouvrent droit à une réparation, à une indemnisation. Les pneumoconioses ont été classées en 3 catégories en fonction de la particule inhalée, donc en fonction de la particule, la nature de la particule inhalée, on classe les pneumoconioses en 3 catégories. Les pneumoconioses non sclérogènes, les pneumoconioses sclérogènes et les pneumoconioses mixtes. Les pneumoconioses non sclérogènes, appelées également pneumoconioses de surcharge. La particule inhalée ici, c'est une particule qui est dite inerte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de propriété cytolytique ou cytotoxique vis-à-vis des cellules pulmonaires. Donc, par conséquent, elle ne va pas entraîner une altération de la fonction respiratoire. À titre d'exemple, on peut citer l'anthracose par inhalation de charbon ou la sidérose par inhalation de particules ferreuses. À côté de la pneumoconiose non sclérogène, il y a la pneumoconiose sclérogène, appelée également pneumoconiose fibrosante. Ici, la particule inhalée, c'est une particule dite cytolytique ou cytotoxique parce qu'elle entraîne une lésion, elle entraîne des lésions des cellules pulmonaires et par conséquent, elle entraîne une altération de la fonction respiratoire. Ici, les deux principales pneumoconioses sclérogènes sont la silicose par inhalation de silice et l'asbestose par inhalation de fibres d'amiante. Donc, ces deux pneumoconioses, on va les détailler. Ensuite, nous avons les pneumoconioses dites mixtes par inhalation de particules mixtes, c'est-à-dire inertes et cytolytiques. Et bien sûr, les pneumoconioses mixtes entraînent une altération également de la fonction respiratoire. À titre d'exemple, on peut citer l'anthracosilicose, c'est-à-dire l'inhalation de particules de charbon et de silice. On commence par la première pneumoconiose sclérogène, à savoir la silicose. C'est quoi la silicose? C'est une maladie professionnelle due à l'exposition, à l'inhalation et à la rétention intrapulmonaire de poussière de silice, appelée dioxyde de silicium et désignée par la lettre SiO2. Elle est dite sclérogène parce qu'elle entraîne la genèse, elle entraîne une destruction, bien sûr, du tissu bronchopulmonaire et elle entraîne, par conséquent, la formation du sclérose pulmonaire qui va évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique. C'est une pneumoconiose qui est inscrite au tableau numéro 25 des maladies professionnelles proposées par le Bureau international du travail.
Sur le plan éthiopathogénique, l'écorce, il faut savoir, retenir que l'écorce terrestre, dans l'écorce terrestre, il y a 3 roches qui sont particulièrement riches en silice. C'est l'ardoise, le granit et le grès. Également, on décrit 3 types de silice. La tridymite, la cristobalite, et la plus connue, c'est le quartz. Le quartz, qui a des propriétés physico-chimiques exceptionnelles en raison de sa résistance aux hautes chaleurs. Il a également des propriétés abrasives. Pour ces raisons-là, ce minerai a été exploité, utilisé par l'industrie. Donc, les professions exposées aux risques silicogènes doivent être retenues. C'est l'exploitation minière, l'exploitation extractive, l'industrie extractive minière, la métallurgie et surtout le poste de fonderie, l'industrie du verre, l'industrie des matières réfractaires, c'est-à-dire la fabrication de faïence, de porcelaine et de céramique, les travaux de perçage de tunnels pour les métros, pour le train, pour les autoroutes, le forage des puits d'eau, des puits de pétrole, le broyage de galets et de roches pour la fabrication de gravier, et également le taillage des pierres. Le taillage des pierres, c'est un métier qui est exercé en Algérie à l'état traditionnel et c'est un métier, donc le taillage des pierres, c'est les pierres qui sont utilisées pour l'ornement de la façade de villas et de maisons. Sur le plan physiopathologique, on retiendra que seules les particules fines dont le diamètre est inférieur à 5 micromètres arrivent au niveau des alvéoles, c'est-à-dire au niveau du poumon profond, siège de l'hématose. Les particules dont le diamètre est supérieur à 10 micromètres, ils sont arrêtés au niveau, stoppés au niveau de la sphère ORL. Donc les particules fines arrivent au niveau du poumon profond, au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, ils vont sédimenter, s'accumuler, sédimenter, c'est des corps étrangers, ils vont provoquer une réaction inflammatoire pérenne, chronique, qui mettra en jeu les macrophages alvéolaires, les cytokines et les fibroblastes. Donc, cette réaction inflammatoire pérenne va entraîner une sclérose pulmonaire, une fibrose pulmonaire, avec 2 conséquences physiopathologiques essentielles. La diminution de l'élasticité du poumon et l'épaississement de la barrière alvéolo-capillaire, qui va entraîner une perturbation de l'hématose et une installation à long terme d'une insuffisance respiratoire chronique. Donc ici, je vous ai ramené quelques photos sur l'aspect microscopie électronique de la silice, les roches riches en silice. Vous avez ici la silice qui est vue en 3D, en microscopie électronique. Il faut savoir que le sable est très riche en silice. Ici, vous avez les chantiers pour le broyage de galets et de roches pour la fabrication de gravier. Ici, vous avez les façades de villas qui sont ornées. Sur le plan anapath, je ne vais pas insister, les collègues pathologistes vont vous détailler les lésions de la pulmonaire de la silicose. Il faut juste retenir que la lésion élémentaire s'appelle le nodule fibroïal. Sur le plan clinique, l'installation d'une silicose apparaît après une exposition estimée entre 10 et 20 ans. Et elle évolue en 3 stades. Le premier stade, c'est un stade asymptomatique. Le diagnostic se fait par la découverte fortuite au cours d'une visite médicale périodique de lésions
radiologique évocatrice de la silicose. Le stade 2, c'est un stade qui est associé des symptômes évoquant une BPCO professionnelle avec de la toux, de la dyspnée, des ralcébidons, de l'expectoration. Le stade 3, le stade ultime, c'est le stade d'insuffisance respiratoire chronique par perturbation de l'hématose qui va donner une HTAP qui va se compliquer par cœur pulmonaire chronique et des poussées d'insuffisance respiratoire aiguë qui nécessitent des admissions en réanimation. Donc, le malade va décéder par poussée d'insuffisance respiratoire aiguë. Quel est le bilan à demander devant une silicose? Donc, tout d'abord, l'imagerie. Et on commencera par une radiographie thoracique standard. Une radiographie thoracique de bonne qualité, objective, peut objectiver des lésions très évocatrices de la silicose qui ont été répertoriées et décrites par le Bureau international, dans les rapports du Bureau international du travail. On distingue essentiellement deux types de lésions, des petites opacités rondes dont le diamètre varie entre 1 et 10 mm. C'est des opacités qui peuvent être punctiformes, micronodulaires et nodulaires. Leur caractéristique commune, c'est qu'elles sont calcifiées, plus denses que l'os. Ils donnent l'image classique de miliaire silicoté. Les opacités plus étendues, dont le diamètre est supérieur à 10 mm, leur confluence forme des opacités qui peuvent stimuler des tumeurs pulmonaires. Pour cette raison, on les appelle la silicose pseudo-tumorale, qui prête à confusion avec une pathologie tumorale. À côté de ces principales images, il y a des lésions associées à connaître, c'est des adénopathies médiastinales calcifiées, dites en coquille d'œuf, des épaississements pleuraux, des bulles d'emphysème, des dilatations des branches. La caractéristique commune, c'est les images radiologiques, c'est leur bilatéralité, leur siège au niveau des parties moyennes et leur évolution progressive. La TDM ne sera demandée que lorsque la radiographie standard est muette et également au stade précoce. C'est un examen qui est plus affiné que la radio standard. Quels sont les autres examens à demander? Donc, on peut proposer un bilan standard. Une spirométrie est importante. Dans la silicose, on trouve en général un trouble ventilatoire mixte. Parfois, la spirométrie objective un trouble ventilatoire obstructif. Les gaz du sang au stade d'insuffisance respiratoire chronique, objective une hypoxémie. La bronchoscopie ne sera demandée que devant des hémoptysies pour rechercher une éventuelle tuberculose pulmonaire, cancer bronchique. Et également, peut-être demandée à la recherche de particules d'iCilis. Le CG et l'échographie, l'échocardiographie sont utiles pour diagnostiquer un éventuel CPC, cœur pulmonaire chronique. Ici, vous avez deux images de silicose. À gauche, vous avez une coupe axiale du poumon qui montre des opacités pseudo-tumorales au niveau des bases, avec associé à des opacités nodulaires. À droite, vous avez une radio standard avec une miliaire silicotique et des adénopathies hilaires calcifiées. L'évolution de la silicose est grevée de complications. Nous distinguons deux types de complications. Les complications dites non spécifiques sont les cancers bronchopulmonaires, les hémoptysies, les infections pulmonaires, les pleurales et l'insuffisance respiratoire aiguë. Quant aux complications spécifiques, c'est la tuberculose, le pneumothorax, la greffe aspergillaire, les nécroses aseptiques et le cœur pulmonaire chronique. Il faut savoir, c'est très important, que l'apparition de ces complications chez un malade silicotique entraîne une majoration temporaire de l'IPP, l'incapacité partielle permanente, à 100%. On y reviendra dans le traitement.
Le diagnostic de silicose, il est aisé. Donc, on pose le diagnostic devant une profession exposée et des anomalies radiologiques évocatrices décrites par le Bureau international du travail. Ça, c'était la première silicose, et ça, la première pneumoconiose sclérogène. La deuxième pneumoconiose sclérogène s'appelle l'asbestose. L'asbestose a été définie comme une pneumoconiose due à l'inhalation ou dépôt de poussière d'amiante dans le poumon, entraînant la genèse d'une fibrose pulmonaire extensive. C'est une maladie qui est inscrite dans le tableau numéro 30 des maladies professionnelles du Bureau international du travail. Également, c'est une maladie qui est comme la silicose, on peut prévenir, et quand elle s'installe, elle ouvre droit à une réparation. Sur le plan éthiopathogénique, contrairement à la particule de silice, qui est granuleuse, la fibre d'amiante est de forme filamenteuse et fibreuse. On la trouve dans la nature sous deux formes, l'amiante blanc, appelé chrysolite, et l'amiante bleue, appelée crocidolite. C'est une fibre qui a certaines particularités, propriétés physico-chimiques intéressantes. C'est une fibre qui est résistante, elle est légère, donc résistante et légère à la fois. Pour cette raison, elle a une propriété caloréfuge, c'est-à-dire elle résiste au feu. Pour ces raisons-là, elle a été exploitée par l'industrie et les professions exposées sont l'industrie textile pour la fabrication de combinaisons résistantes au feu, les combinaisons des sapeurs-pompiers, des cosmonautes. Elle a été utilisée également dans le bâtiment, mélangée au ciment. Elle entraîne une amélioration de l'isolation thermique des appartements. Utilisée également dans l'industrie automobile, dans la fabrication des garnitures, des plaquettes de frein et de joints, également utilisée dans l'industrie navale et aéronautique, donc pour la construction de navires et d'aéronefs. Sur le plan physiopathologique, c'est le même mécanisme. La différence que la silicose, la différence, c'est qu'ici, la particule inhalée, c'est la fibre d'amiante qui va provoquer l'installation d'une fibrose pulmonaire qui évolue vers l'insuffisance respiratoire chronique. Même mécanisme. Sur le plan anapathe, l'amiante peut entraîner des désordres cytohistologiques divers dans le poumon responsables de pathologies non tumorales, la fibrose pulmonaire, telle que la fibrose pulmonaire, les pleurésies hémorragiques, les calcifications pleurales et des pathologies tumorales telles que le cancer bronchique primitif, le cancer de la plèvre appelé mésothéliome. Donc, le cancer de la plèvre, le mésothéliome malin diffus, c'est très évocateur de l'asbestose. À tel point, une fibrose pulmonaire avec des calcifications pleurales compliquées d'un mésothéliome évoque fortement l'asbestose. Comment poser le diagnostic d'asbestose? Donc, le diagnostic est posé devant l'association de plusieurs critères. D'abord, une exposition professionnelle, ensuite des signes respiratoires associés à des grades crépitants, un syndrome d'épanchement pleural liquidien, des signes radiologiques tels qu'une pneumopathie interstitielle diffuse, une fibrose pulmonaire, des pleurésies, des calcifications pleurales, des tumeurs pleurales, mésothéliome pleural, des tumeurs pulmonaires et de la tuberculose. L'étude minéralogique, donc, qui permet d'objectiver le corps asbestosique qui signe l'asbestose. Donc, la recherche du corps asbestosique se fait dans le LBA. La spirométrie objective, un trou ventilatoire restrictif pur. La DLCO,
montre dans l'asbestose un trouble de la diffusion des gaz. Les gaz du sang, objectif, une hypoxémie avec hypercapnie qui signe le bloc alvéolo-capillaire et l'insuffisance respiratoire chronique. Ici, c'est un téléthorax qui peut être compatible avec le diagnostic d'asbestose. On voit ici une PIT, pneumopathie interstitielle diffuse. Et on arrive au traitement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif jusqu'à présent. Le seul traitement, c'est un traitement symptomatique. D'où l'importance de la prévention. Le traitement symptomatique, donc c'est le traitement de la dyspnée, de la toux, de l'expectoration. Et c'est le traitement des complications telles que la tuberculose, le pneumothorax et le CPC. Au stade d'insuffisance respiratoire chronique, oxygéno-récurrent, on peut proposer une oxygénothérapie longue durée à domicile par des extracteurs d'oxygène. La greffe pulmonaire, c'est le seul traitement curatif qui se pratique dans les pays développés, des pays avancés riches. Maintenant, on va voir le rôle du médecin généraliste devant une pneumoconiose sclérogène, essentiellement l'asbestose et la silicose. Le rôle du médecin généraliste devant une suspicion de pneumoconiose sclérogène, j'insiste sur le mot suspicion, son rôle, c'est de déclarer la maladie. Comme on l'a déclaré, bien, en délivrant au malade un certificat descriptif en 3 exemplaires et l'orienter vers l'organisme d'assurance maladie à laquelle il est affilié pour une éventuelle réparation. Alors, la caisse d'assurance maladie, chez nous, c'est la CNAS, va procéder à une expertise du dossier médical par son pneumologue agréé. On lui demande 2 choses. D'abord, de confirmer le diagnostic de pneumoconiose sclérogène, c'est-à-dire silicose ou asbestose, de le confirmer. Il peut le confirmer en demandant les examens paracliniques. Et deuxième tâche, c'est d'évaluer l'incapacité partielle permanente, dite IPP. Qu'est-ce que ça veut dire l'IPP? L'IPP, c'est un pourcentage qui varie entre 10 et 100% et qui permet d'apprécier le degré de gravité des séquelles physiques subies par le malade dans l'exercice de la profession. Donc, c'est un pourcentage. Et on a dit tout à l'heure que cet IPP va passer à 100% quand il y a une des complications médico-légales qu'on a vu tout à l'heure. Donc, son rôle, le rôle du médecin pneumologue agréé, confirmer et évaluer les PP. Et c'est le rôle de la CNAS de fixer le montant financier appelé rente qui sera versé périodiquement par l'assurance aux malades. Maintenant, on arrive à la prévention. La prévention, on a dit que c'est capital parce que ces maladies sont des maladies, les pneumoconioses sont des maladies en général incurables, donc la prévention, elle est importante. Son objectif principal, c'est de lutter contre la poussière en milieu professionnel par plusieurs méthodes. D'abord, la mécanisation de l'extraction minière, c'est-à-dire l'utilisation des machines à la place de l'homme pour extraire et acheminer le minerai vers la surface, la ventilation des locaux et le port de masques filtrant par les ouvriers. En conclusion, retenir 4 points. Le diagnostic des pneumoconioses est basé sur l'anamnèse et une image radiologique évocatrice. Le traitement est un traitement uniquement symptomatique. La réparation exige une déclaration et la prévention, c'est
la base du traitement. Voilà, j'en ai terminé. C'était l'essentiel sur les pneumoconioses. Je vous remercie pour votre attention.